Merci. Voilà, alors d'abord je remercie Thierry Troussier et Joël Mignot de m'avoir invité et j'ai voulu proposer une petite réflexion sur éthique et spiritualité justement dans le champ de la vie sexuelle et de la sexualité. Donc je vais aborder 3 points extrêmement rapidement bien sûr. D'abord préciser le contexte dans lequel on fait de l'éthique aujourd'hui dans la démocratie française. Pas le temps de dire pourquoi et sa pratique donc. Ensuite, je voulais dire quelques mots dans la perspective de la philosophie des religions sur la spiritualité qui travaille la proposition de Thierry Troussier et de tous les travaux que nous avons fait ce matin pour préciser donc dans ce regard quel statut, quel type de spiritualité est à l'œuvre. Et ensuite, un peu d'audace. J'ose interroger simplement sur les conditions de possibilité de se tourner un peu vers les spiritualités religieuses. Voilà, mais je vais dire uniquement les conditions parce que dans le débat qu'on a eu ce matin sur la laïcité, ça me semble très très important et que la France est assez spécifique dans sa façon de travailler et d'avoir, enfin le sens et la pratique de la laïcité sont assez spécifiques. Voilà. Alors, tout d'abord, l'éthique contemporaine. Alors, dans tout l'Occident, nous sommes héritiers en éthique d'un ensemble de traditions, au sens de famille de pensée. On le voit avec le CCNE, par exemple. Traditions multiples qui s'entrecroisent, qui se soutiennent, qui s'affrontent et qui s'appuient sur des visions du monde tout aussi plurielles et contrastées. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on parle toujours de l'éthique, mais en fait, il y a des éthiques. Il y a donc pluralité des traditions, pluralité d'éthiques, et ça depuis toujours. On est toujours dans des modèles, dans des discussions de modèles éthiques depuis l'antique, depuis le monde grec. Et nous en sommes héritiers, ça n'a jamais changé. Voilà, les dialogues platoniciens, par exemple, vous connaissez. Voilà. Et donc, ça, c'est important de voir qu'aujourd'hui, la pratique de l'éthique passe par des espaces publics de discussion. Ce qui va rendre extrêmement problématique des grandes notions d'éthique héritées de nos traditions, comme le vrai, le bien, ou même le statut du savoir. Bien. Et dans ce contexte, dans ces espaces de discussion, finalement, il y a des rencontres de toutes ces familles d'éthiciens pour essayer de trouver des accords. Et c'est peut-être ça, une des marques de l'éthique actuelle, c'est qu'il n'y a plus d'accord tacite sur le louable et le blâmable, comme vous trouvez chez Aristote, le père de l'éthique européenne, par exemple. Et il faut toujours trouver des accords. Bien, voilà le fonctionnement. Alors, la culture des droits de l'homme, qui vient s'articuler à ces modèles, n'est pas du tout tombée du ciel. Elle est fortement enracinée dans les controverses éthiques qui ont animé tout l'Occident et qui ont abouti à la solution moderne de modèles juridico-éthiques sous forme d'affirmation de droits fondamentaux humains. Voilà. Et dans la démocratie française, ce corpus d'affirmation de droits fondamentaux joue le rôle de référent universel. C'est l'universel pour la France, mais c'est aussi l'universel occidental. Même si cet universel est très critiqué par d'autres cultures qui ne sont pas héritières de nos débats gréco, médiévaux, modernes, pour faire extrêmement condensé. Voilà. Alors, j'aborde le concept qui est tout le temps été sollicité toute la matinée. Le concept central de l'éthique moderne, postmoderne, contemporaine, il y a plein de façons de dire, parce que voilà, bon, c'est un autre sujet, c'est le concept d'autonomie, autonomie du sujet moral qui est dans l'histoire construit par Kant, un protestant allemand, philosophe, et qui est central et qui signifie, dans le contexte de la France tel qu'il est utilisé, une volonté d'émancipation de tout pouvoir de normes religieuses sur le social.
c'est encore très marqué. Hein. Ce concept va se déployer sous la forme de revendication de liberté. Donc, vous allez avoir articulé autonomie du sujet, liberté et responsabilité comme étant les 3 concepts fondamentaux des éthiques contemporaines. Et ces revendications qui, au départ, dans la construction du concept, étaient politiques, se sont étendues à tous les champs de la vie, des sphères de l'activité humaine, jusqu'à la sexualité. C'est ça qui est assez récent, finalement, et vous le voyez par, effectivement, toutes les formes de vie possibles pour lesquelles la société française a débattu il n'y a pas très très longtemps, n'est-ce pas, qui appellent aussi des reconsidérations éthiques et juridiques sur le statut, par exemple, des couples, des personnes homosexuelles, etc. Voilà. Alors, dans ce modèle, vous voyez, on se demande, mais quelle place a la spiritualité ? Et effectivement, ce n'est pas un élément, comme l'a très bien dit dans son exposé Thierry Troussier ce matin, c'est un élément que lui a trouvé nécessaire d'intégrer. Mais quelques mots sur ce concept de santé sexuelle qui nous fait tous travailler, cogiter, penser et surtout avoir des nouvelles initiatives éducatives. Eh bien, c'est un concept humaniste par rapport à des modèles encore ancrés dans les religions, qui se nourrit d'une spiritualité laïque, et bien affirmée ce matin, on l'a bien entendu, qui prolonge le programme de la modernité. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment très très important, parce que c'est important, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est important de savoir que c'est une décision éthique et politique de prendre ces dimensions-là comme centrales. Ça veut dire, et au niveau de la sexualité, évidemment c'est très très important, c'est soutenir des individus libres et leur volonté d'être soi dans le champ de la vie sexuelle, à l'horizon d'un état de bien-être complet, je ne le déploie pas, ouvrant par là la définition de la santé de l'OMS à la sexualité, et donc on a vu ce matin l'intégration de la dimension spirituelle. En tous les cas, ce concept tel que nous l'avons vu travailler ce matin, hein, je reprends simplement ce que j'entends quand j'entends les différents exposés, il est placé comme but d'une politique éducative sexuelle et reconnaît, je notais, au moins 3 éléments importants. D'abord, la place du corps. La place du corps, et vous voyez, j'insiste sur le fait que c'est toujours à repenser l'articulation entre corps et esprit. Et ça, quelquefois, on n'est pas conscient, mais même en nous-mêmes, comment nous l'articulons. Voilà. Deuxième point d'attention, le rattachement à la dimension sociale de la sexualité, ça a été très très clair ce matin, et de la sortir d'une certaine tendance à la privatisation et de l'entrer, finalement, de l'intégrer dans une problématique de santé publique. Donc vous voyez là, il y a des enjeux de responsabilité aussi au niveau de l'État, tout en gardant le concept d'autonomie, hein. Et ensuite, de bien remarquer que la santé n'est pas juste un problème d'absence de maladie. La santé se préserve, la santé s'acquiert et nécessite des médiations institutionnelles, associatives et des pratiques innovantes pour créer des conditions de possibilité concrètes d'un épanouissement de soi et d'un accès pour tous aux biens fondamentaux, puisque a été très clairement fait le lien ce matin entre santé sexuelle et biens fondamentaux que sont habitat, nourriture, etc. Voilà. Donc, nous sommes dans un modèle d'éthique libérale qui défend ce libre vouloir être soi dans sa vie sexuelle, de façon neutre, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de hiérarchie de mode de vivre sa vie sexuelle, et qui intègre le travail social comme un support qui va délivrer, on l'a très bien vu avec les travaux de Monsieur Leduc, délivrer à la fois des contenus, donc connaissances, des savoirs, des informations, des conseils, mais aussi
des capacités individuelles d'expression de soi au sein de groupes de parole. Voilà, et vous voyez ce travail progressif d'acquérir des capacités dialogiques, enfin de mettre en langage ce soi-même, surtout dans la sphère sexuelle. Voilà, alors la dimension sexuelle dans ce modèle, comment s'inscrit-elle ? Elle s'inscrit dans une tradition de la vie spirituelle comme activité de l'esprit, vie de l'esprit, science de l'esprit, si vous connaissez le modèle universitaire allemand, donc qui se rattache à la tradition anthropologique moderne, où l'individu acquiert sa majorité par la prise de conscience de sa finitude et de sa liberté, cependant, dans ce modèle, ouverte sur l'infini. Et la question de l'infini est importante, mais un infini sans transcendance, ça c'était parfaitement clair ce matin. Voilà, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? La vie de l'esprit est un mouvement intérieur de l'esprit du sujet qui va s'ouvrir sans aucun souffle divin, sans aucune puissance divine extérieure. Voilà, et cette vie de l'esprit, c'est cette vie de l'esprit qui va mettre en mouvement la volonté d'acquérir des capacités pour se vivre soi-même. Vous voyez que je suis dans un modèle théorique encore, mais on le voit bien dans les travaux de ce matin. Voilà, donc c'est dans l'interaction des dimensions de vie spirituelle et de l'éthique qu'une réflexion d'éthique sociale va reconstruire et critiquer les systèmes et les pratiques d'intégration sociale en interrogeant les manières dont les sujets peuvent ou non acquérir des capacités de décision libre et d'action. Les travaux de M. Yayaoui en sont un exemple. Bon, vous voyez que cette spiritualité qui est convoquée là ne se confond pas avec des traditions religieuses spirituelles, elle s'en démarque et reste très fortement inscrite dans le modèle de la rationalité argumentative. Or, là, c'est là que j'interroge finalement les modèles religieux en rappelant simplement que, avant d'être des corpus normatifs d'interdits aliénants, les religions de la révélation, mais aussi les religions hindouisme, etc., se comprennent comme chemin de vie. Voilà. Et dans le modèle que nous discutions de spiritualité laïque, on efface totalement cette dimension. Et ça m'interpelle parce que c'est une autre approche, par une autre forme de raison, si vous voulez. Et c'est ça sur lequel je voudrais attirer votre attention. Juste un geste comme ça. Alors, vous voyez que ces modèles religieux qui offrent des modèles moraux, de vie morale et spirituelle, où c'est jamais détaché, vous voyez que ces modèles, finalement, ont en commun deux notions, la sainteté, donc ce n'est pas la santé publique, mais vous voyez qu'il y a quelque chose, et le souffle, cette transcendance qui se représente comme un souffle qui va finalement donner le mouvement pour vivre une vie spirituelle. Bien, ces religions se comprennent comme source de sens, avec des prétentions plus ou moins universelles selon les religions, mais aussi, et je rappelle, de sources de pratiques sociales, et quand même il y a eu des pratiques de solidarité, des pratiques d'accompagnement, des pratiques de respect d'autrui, etc., même au sein de la sexualité, qui sont aussi importantes à rappeler. Voilà. Alors, comment retrouver aujourd'hui le potentiel de ces modèles religieux? C'est pas en devenant un religieux et en essayant d'imposer dans le débat public ces modèles, pas du tout. Mais pour moi, c'est en passant par une perspective culturelle que l'on peut retrouver ces modèles comme modèles de construction de monde et pour interroger aussi leur construction de la loi, de l'obligation, de l'autorité, vous voyez, en utilisant toutes les méthodes herméneutiques contemporaines des textes, donc en passant par une étude de la textualité de ces religions. Et donc,
voilà, ce que je trouve, ce qui serait très bien dans une chaire comme à l'UNESCO, c'est d'avoir aussi dans la recherche des personnes qui reconstruisent ces mondes différents, ces autres cultures fondatrices de pratiques sexuelles, et qui font partie pour moi du patrimoine de l'humanité, et passant donc par les corpus de textes fondamentaux. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il y a énormément de gens passionnés sans rentrer du tout dans une prise de position engagée dans la religion en question, mais pour redécouvrir aussi par des récits, des narrations, les codes de loi. Vous savez, ces corpus, ce sont des ensembles de genres littéraires extrêmement variés. Donc, mieux rentrer, mieux connaître aussi comment se construisent ces structures fondamentales de la vie, et ne pas oublier les traditions poétiques et philosophiques médiévales aussi, par exemple de la Perse. Voilà, retrouver toutes ces discussions qui étaient en parfaite discussion avec le médiéval occidental, philosophico-théologique. Hein, voilà. Bien. Et donc, ce sont des textes qui apportent des moments qui cessent un peu ce mouvement d'accélération dans lequel nous sommes, parce que ce sont des textes qui ouvrent aussi à une forme de méditation, de connaissance d'une autre culture. Et surtout, pour moi, la puissance de ces textes se trouve aussi dans les différentes figures littéraires qu'elles mettent en œuvre et qui sont métaphores ou analogies. Pourquoi ? Parce qu'elles introduisent à la plurivocité et que c'est très formateur de lire ces textes-là et de voir comment se construit différents niveaux de texte, de sens, pardon. Le sens historique, le sens moral, le sens spirituel. Voilà, donc vous voyez comme exercice aussi de l'esprit de voir comment des traditions de sens se transmettent. Alors, pour finir, il me reste 1 minute. Deuxième point, différencier impérativement l'éthique et le moralisme. Et tout ce qu'on a perçu tout à l'heure des pratiques, pour moi, sont des pratiques de peur, de repli sur soi, etc., qui font qu'on n'est pas dans l'élan de la religion initiale, mais on est dans un modèle de moralisme. Et qu'est-ce que c'est le moralisme ? C'est de mettre les croyants directement sous l'autorité d'une loi divine. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de sujet. Et qui suscite la peur, l'obéissance, la honte, la pudeur, qui dicte des codes de pudeur extrêmement normatifs, mais surtout qui sont des modèles de domination d'un pouvoir religieux qui veut garder une communauté qu'il sent menacée par d'autres pratiques de vie et d'autres sens. Voilà. Alors, pour terminer, ce qui est difficile quand on entre là, c'est que les modèles de la modernité et les modèles contemporains ont institué le sujet éthique comme étant le seul à se donner du sens. Donc il est créateur du sens. Alors il peut aller piocher dans toutes les religions, etc., et donner sens à sa vie. Alors que dans le modèle religieux, évidemment, il y a une autorité qui veut donner un sens. Mais là, on oublie la tradition de disputes et de dialogues qui sont internes à ces religions, d'une part. Et d'autre part, je trouve qu'elles introduisent un décentrement du sujet, ces religions, par l'introduction de l'amour comme puissance, comme force interne, capable de transformer les relations fondamentales à soi-même, à autrui et au monde. Et je vais laisser la parole à Monsieur Biamant, qui va traiter d'amour et de liberté. Voilà.